Sur les hauts plateaux d'Éthiopie, là où les montagnes ancestrales touchent les nuages, une histoire est murmurée par le vent. C'est l'histoire de Taitu Betul, une femme dont l'esprit allait embraser la résistance d'une nation. Avant d'être impératrice, elle était une légende en devenir, stratège, diplomate et guerrière. Son esprit était aussi affûté que l'obsidienne, sa volonté inébranlable. Les tambours qui résonnaient dans les vallées l'appelaient, convoquant une force qui allait défier l'un des plus puissants empires d'Europe. Taitu était la confiance tranquille au sein du conseil de l'empereur, la tempête qui se levait lorsque la souveraineté de son peuple était menacée. Elle incarnait à la fois la grâce et la férocité, traversant les ténèbres pour faire naître l'aube de la liberté. Son histoire n'est pas seulement de l'histoire, c'est une épopée de courage et de la volonté indomptable d'une seule personne. Alors que nous commençons, nous écoutons l'écho de ces tambours et assistons à l'ascension de la femme qui allait mener la charge. Taitu Betul est née vers 1851 à Semien, dans le nord de l'Éthiopie, au sein d'une noble famille Amhara. Contrairement à la plupart des jeunes filles de son rang, elle a été éduquée en politique, en stratégie et en littérature. Son père s'est assuré qu'elle apprenne à lire et à écrire l'amharique et à maîtriser le senterej, les échecs éthiopiens, aiguisant ainsi son esprit stratégique. Taitu, qui signifie « rayon de soleil », était connue pour son intelligence, sa forte volonté et son charisme. Elle remettait en question les a priori et a appris la négociation grâce aux manœuvres politiques de sa famille. Sa résilience fut forgée dans le rude paysage du Semien, complétée par une foi profonde et un patriotisme ardent. Même jeune, elle se méfiait farouchement de l'influence étrangère et était déterminée à protéger sa patrie. Chaque discussion, chaque partie d'échecs, chaque poème était une préparation pour l'impératrice qu'elle allait devenir. Le soleil du Nord rassemblait sa lumière, prêt à illuminer un empire. L'ascension de Taitu au pouvoir fut une véritable leçon de stratégie politique. À travers une série de mariages calculés, elle étendit son influence et bâtit des alliances à travers l'Éthiopie. Son union avec Ménélik de Shewa en 1883 fut un tournant, reliant le Nord et le Sud et la plaçant au cœur du pouvoir. Leur partenariat se transforma en une véritable alliance entre égaux. Taitu devint la conseillère la plus fiable de Ménélik. Contrairement aux impératrices précédentes, elle joua un rôle actif et visible à la cour, son intelligence étant impossible à ignorer. À la mort de l'empereur Johannes IV, Ménélik s'empara du trône avec les conseils de Taitu et le soutien de son réseau du Nord. Taitu fut couronnée impératrice à ses côtés. Son parcours de femme noble à Itej était achevé. Elle était désormais la volonté de fer derrière le trône, mais ses plus grands défis restaient à venir. La scène était prête pour son moment décisif dans l'histoire. En tant qu'impératrice, la vision de Taitu a remodelé l'avenir de l'Éthiopie. En 1886, elle déplaça le camp impérial des froides montagnes d'Entoto vers une vallée chaude dotée de sources thermales naturelles. Elle accorda des terres aux nobles, encourageant la croissance d'une nouvelle colonie. Ménélik, impressionné par son initiative, accepta d'en faire la nouvelle capitale. Taitu la nomma Addis Abeba, Nouvelle Fleur, et dirigea personnellement son développement initial. Elle introduisit des eucalyptus dans la ville, transformant son paysage. Addis Abeba devint le cœur de l'Éthiopie, un témoignage vivant de la prévoyance et de la détermination de Taitu. La paix du règne de Ménélik et Taitu fut brisée par le traité de Wuchale en 1889. Le traité, signé avec l'Italie, contenait une erreur de traduction cruciale. La version amharique rendait l'aide diplomatique italienne facultative, tandis que la version italienne la rendait obligatoire, transformant l'Éthiopie en protectorat.
Ménélik a signé, ignorant la supercherie. Tahiti, toujours méfiante envers les intentions européennes, a rapidement découvert la trahison. Furieuse, elle a fait pression sur Ménélik pour qu'il rejette le traité, déclarant « Je préférerais la guerre à une paix qui nous coûterait notre indépendance ». Elle a confronté l'envoyé italien, dénonçant la manipulation et ralliant la cour contre la domination étrangère. Sa détermination a renforcé celle de Ménélik, et en 1893, l'Éthiopie a formellement renoncé au traité. La voie diplomatique était fermée. Le leadership de Tahiti avait évité une conquête silencieuse. Les tambours de la guerre recommencèrent à battre. Alors que la guerre éclatait, les forces italiennes assiégèrent la garnison éthiopienne à Mekele, coupant leur approvisionnement en eau. La situation était désastreuse, la reddition semblait inévitable. Alors que certains préconisaient un assaut frontal coûteux, Tahiti proposa une stratégie plus subtile. Connaissant le terrain, elle conseilla à Ménélik de s'emparer des sources d'eau alimentant les Italiens. Les forces éthiopiennes coupèrent l'accès des Italiens à l'eau, inversant la donne. Les assiégeants devinrent les assiégés, souffrant sous le soleil africain impitoyable. Le général Baratieri fut contraint de négocier, permettant à la garnison éthiopienne de partir en échange d'eau. La ruse de Tahiti sauva des vies et porta un coup psychologique aux Italiens, sans bataille majeure. Ce fut un coup de maître de guerre asymétrique. Mekele n'était que le début. Le 1er mars 1896, les armées éthiopiennes et italiennes s'affrontèrent à Adwa, dans une bataille pour l'âme même de l'Éthiopie. Tahiti marcha avec l'armée, symbole d'unité et de détermination. Elle commanda sa propre force de réserve et organisa la logistique vitale, nourriture, eau et soins pour les blessés. Son leadership inspira les troupes, ses paroles rallièrent les soldats hésitants. « Courage, frappez, le jour est à nous !» À un moment critique, elle engagea ses réserves, aidant à inverser le cours de la bataille. Le sens tactique et le leadership pratique de Tahiti furent aussi vitaux que ceux de n'importe quel général. Elle était plus qu'une impératrice. Elle était une mère pour son armée, une stratège pour son empereur et une lionne défendant sa fierté. La victoire d'Adwa résonnerait bien au-delà du champ de bataille. Le destin de l'Éthiopie et l'héritage de Tahiti étaient de scellés. La bataille d'Adwa fut une victoire éthiopienne éclatante. L'armée italienne fut écrasée, ses ambitions coloniales anéanties. L'Italie fut contrainte de reconnaître l'indépendance absolue de l'Éthiopie. L'Éthiopie devint la seule nation africaine à résister à la colonisation européenne pendant la course à l'Afrique. Tahiti fut célébré comme co-architecte du triomphe, son intelligence et sa détermination étant essentielles à la victoire. L'impact d'Adwa résonna à travers l'Afrique et la diaspora, inspirant les mouvements anticoloniaux dans le monde entier. Le mythe de l'invincibilité européenne fut brisé. Tahiti Bétul devint une icône de la défiance et de l'espoir africain. Le jour où le soleil s'arrêta, l'Éthiopie prouva que la liberté pouvait être gagnée contre toute attente. Après Adwa, l'influence de Tahiti atteignit son apogée. Elle resta la conseillère la plus proche de Ménélik et une farouche gardienne de la souveraineté éthiopienne. Alors que les modernisateurs gagnèrent du terrain, elle résista à l'empiètement étranger s'opposant souvent aux jeunes courtisans. Lorsque la santé de Ménélik déclina, Tahiti devint régente, gouvernant en son nom. Des rivaux politiques finirent par la forcer à quitter le pouvoir, la confinant au palais qu'elle avait construit. Tahiti passa ses dernières années dans la solitude, veillant sur l'empire qu'elle avait contribué à sauver. Elle mourut en 1918, sa lumière politique tamisée, mais son héritage immortel. Tahiti Bétul demeure une figure monumentale. Son courage, sa vision et son esprit de résistance, une flamme éternelle dans le cœur de l'Éthiopie.
On se souvient d'elle, non pas pour la façon dont elle a perdu le pouvoir, mais pour la façon dont elle l'a utilisé pour assurer la liberté de sa nation.